Ce documentaire, inspiré par les recherches approfondies de la journaliste Michaela Wrong, vous invite à un voyage exceptionnel au cœur du royaume Kuba. Pour comprendre la profondeur de cette culture, notre exploration se déroulera en plusieurs temps. Nous commencerons par une introduction au royaume du tissu et des rois. Ensuite, nous plongerons dans « Les fils d'une culture » pour examiner l'art, la société et les rythmes quotidiens. Nous aborderons le poids de l'histoire, du colonialisme aux conflits récents, et verrons les cicatrices sur la terre qui en résultent. Enfin, nous regarderons comment, avec une résilience admirable, les Kuba s'efforcent de tisser un nouvel avenir. Notre voyage commence au cœur vaste et verdoyant de l'Afrique centrale, une région souvent réduite à des clichés, son histoire complexe tragiquement déformée par les récits extérieurs. C'est ici que se trouve la patrie du peuple Kuba. Ils ne sont pas une seule tribu, mais une confédération sophistiquée, un ensemble d'une vingtaine de groupes ethniques partageant une langue et une culture, tous unis sous l'autorité d'un seul roi, le Nîmes. Pendant des siècles, leur monde s'est épanoui en harmonie avec la nature, sur les terres fertiles de savanes et de forêts, nichées entre les puissantes rivières Kasaï et Sankuru, au sein de l'actuelle République démocratique du Congo. L'histoire des Kuba ne se trouve pas seulement dans les archives poussiéreuses. Elle est vivante. Elle se lit dans les motifs géométriques complexes de leurs textiles en raffia, un véritable langage visuel où chaque dessin a un nom et une signification. Elle se sculpte avec une finesse exquise dans le bois de leurs coupes à vin de palme et de leurs masques majestueux, utilisés lors de rituels importants. Elle se danse au rythme des tambours lors de cérémonies élaborées qui renforcent les liens sociaux et honorent les ancêtres. Nous vous invitons à regarder au-delà des titres de journaux qui ne parlent que de conflits, pour découvrir une civilisation au patrimoine artistique et politique exceptionnel. Fondée selon la légende au XVIIe siècle par le grand héros civilisateur Chiam Mbul Ngung, qui aurait introduit de nombreuses innovations, le royaume Kuba a atteint son apogée entre le XVIIe et le XIXe siècle. Loin de l'image d'une société primitive, c'était une entité politique remarquablement structurée. Son gouvernement reposait sur un roi divin, une cour royale influente, des conseils de ministres aux fonctions spécialisées, et un système juridique codifié qui régissait la vie de ses citoyens avec une précision et une équité étonnantes. L'âme du peuple Kuba s'exprime le plus vivement à travers son art. Bien plus qu'une simple esthétique, c'est un langage compris à travers les générations, une encyclopédie visuelle qui consigne l'histoire, les valeurs et les croyances du peuple. L'art Kuba est mondialement connu pour ses motifs géométriques complexes et souvent asymétriques. Plus d'une centaine de motifs principaux ont été documentés. Ces dessins ne sont jamais purement décoratifs. Chaque motif a un nom et une signification, souvent liés à des proverbes, des événements historiques ou des éléments de la nature. Par exemple, le motif « un bol » évoque l'unité du pouvoir royal. Ils apparaissent principalement sur des textiles tissés en raffia. La création de ces tissus est un processus collaboratif. Les hommes récoltent les feuilles du palmier raffia, tandis que les femmes filent, teignent et tissent les fibres. C'est ensuite elles qui appliquent les motifs par broderie ou par appliqué, créant des surfaces d'une richesse visuelle incomparable. On retrouve aussi ces motifs sur des coupes en bois sculptées pour boire du vin de palme et sur des masques spectaculaires. Portés lors des rituels d'initiation ou des funérailles, ces masques incarnent des esprits et des ancêtres, jouant un rôle central dans la vie spirituelle. Cette tradition artistique est une source d'immense fierté, un fil qui relie les Kuba à la gloire de leur ancien royaume et affirme leur identité. La famille et la communauté sont le fondement de la société Kuba. La vie s'organise autour de villages, dirigés par un chef local et un conseil d'anciens. Ces anciens sont les gardiens de la loi coutumière et la mémoire vivante du clan. Cette hiérarchie est un vestige de l'organisation politique de l'ancien royaume.
Au sein du village, chacun a un rôle. Les hommes sont traditionnellement responsables du défrichement, de la chasse et de la récolte du vin de palme. Les femmes sont les principales cultivatrices, assurant la production de manioc, de maïs et de légumes. Cette division du travail n'est pas rigide, mais forme un rythme d'interdépendance ancien, essentiel à la survie et à la cohésion du groupe. La vie quotidienne est liée à la terre. La journée commence tôt, avec le départ pour les champs. L'aliment de base est le manioc, transformé en pâte épaisse appelée foufou. L'après-midi, les hommes peuvent discuter des affaires communautaires en partageant du vin de palme, pendant que les femmes s'occupent du foyer. Les enfants apprennent en observant les techniques agricoles, les secrets des motifs artistiques et les règles de la vie sociale, assurant la pérennité de leur culture. La longue ère de stabilité relative du royaume Kuba fut violemment interrompue par l'arrivée des Européens à la fin du XIXe siècle. Ce premier contact marqua le début d'une ère de bouleversements sans précédent. La création de l'État indépendant du Congo sous le roi Léopold II de Belgique apporta un système brutal d'exploitation. La demande mondiale insatiable de caoutchouc et d'ivoire a alimenté le travail forcé, une violence généralisée et la perturbation radicale de la vie traditionnelle, laissant des cicatrices profondes dans la société Kuba. Face à cette agression, les chefs Kuba organisèrent une résistance courageuse, mais ils ne purent faire face à la puissance de feu supérieure et à l'organisation militaire impitoyable des forces coloniales belges. L'administration coloniale s'attela ensuite à démanteler le pouvoir du royaume, marginalisant les autorités traditionnelles pour mieux extraire les richesses et asseoir un contrôle total. L'indépendance en 1960 n'apporta pas le soulagement espéré. Elle inaugura une nouvelle période d'instabilité politique, de régime autoritaire et de déclin économique qui perdure. L'État centralisé, d'abord sous Mobutu Sese Seko, puis à travers des conflits successifs, a systématiquement négligé la région du Kasaï, concentrant les ressources loin des besoins de la population. Les promesses de développement, d'écoles et d'hôpitaux se matérialisèrent rarement. Au lieu d'être des vecteurs de progrès, les institutions étatiques étaient souvent perçues comme prédatrices, imposant des taxes sans fournir de services en retour. Face à cet abandon, les communautés durent compter sur leur propre résilience et réactiver leurs structures traditionnelles. Les conseils d'anciens et les réseaux d'entraide sont redevenus les piliers de la survie quotidienne. Plus récemment, le soulèvement de Kamouina Nsapu, dès 2016, a plongé la région dans un conflit d'une brutalité inouïe. Les villages Kuba, souvent étrangers à la querelle initiale, furent pris entre deux feux, entre les milices et les forces gouvernementales. Les conséquences furent dévastatrices. De nombreuses personnes ont été tuées, des maisons incendiées et des communautés entières forcées de fuir, abandonnant leurs terres et leurs biens dans la panique. La crise humanitaire qui en a résulté a aggravé une pauvreté et une négligence déjà endémiques. La faim et la maladie se sont propagées dans les camps de déplacés surpeuplés. Ces couches de souffrance se superposent dans la mémoire collective. Un aîné se souvient de la résistance aux Belges, une femme d'âge moyen des faux espoirs de l'ère Mobutu. Un jeune vit l'école détruite, des proches disparus et une insécurité qui hypothèque son avenir. De la botte coloniale à la milice moderne. C'est un héritage de traumatisme et d'instabilité qui se transmet de génération en génération, chaque crise ravivant les cicatrices des précédentes. Aujourd'hui, la pauvreté généralisée est un défi constant. Les rendements agricoles sont faibles, faute d'outils et d'engrais. Les routes impraticables isolent les villages, rendant les marchés lointains et l'accès aux soins presque impossible. Les mines artisanales offrent des emplois précaires, mais polluent les rivières avec des produits toxiques et détruisent des terres agricoles vitales, compromettant la sécurité alimentaire à long terme. L'accès restreint aux soins et à l'école a des conséquences dramatiques. Le paludisme, le choléra et la rougeole font des ravages.
la malnutrition chronique freine le développement des enfants, et trop d'entre eux, surtout des filles, restent à la maison pour aider leur famille à survivre. Ces déplacements constants génèrent une anxiété permanente et reconfigurent les dynamiques de pouvoir local. De nouveaux acteurs concurrencent l'autorité des chefs et des anciens. Pourtant, la résilience persiste, indomptable. Cette force se manifeste concrètement. Des artisans continuent de tisser, des associations communautaires réparent les écoles et forment des enseignants. Des initiatives cherchent à ouvrir des voies vers le marché et à promouvoir un commerce équitable pour l'art kuba. Le renforcement de la gouvernance locale et la protection des droits fonciers sont des combats essentiels pour l'avenir. Car les Kubas ne sont pas définis uniquement par leurs souffrances. Ils ont une histoire riche, une culture vibrante. Leur voix, leur savoir et leur vision doivent être au centre des efforts pour tisser un avenir plus juste et prospère pour leurs enfants.